Alors, travailler avec des partenaires étrangers nécessite de bien connaître le partenaire. On préconise, pour ne pas perdre trop de temps à faire connaissance, que les pratiques d'évaluation soient généralisées, alors que ça soit par des instances nationales ou internationales, que nous ayons des informations claires, fiables sur ce que sont des partenaires, ce que sont les partenaires potentiels dans nos relations internationales. Et vraiment, en faisant aussi un petit peu attention de ne pas appliquer les critères d'évaluation de la même manière dans tous les cas. Il est bien clair que dans un pays, et on en a entendu parler ce matin dans la table ronde, qui débute au niveau recherche, on ne peut pas lui appliquer strictement les mêmes caractéristiques, les mêmes règles d'évaluation que ce qu'on fait sur des établissements qui sont depuis 40 ans impliqués dans une recherche de haut niveau et internationale. Mais on a besoin de ces gens pour avoir un avis objectif. On utilisera l'avis, qu'il soit positif, négatif, mais on a besoin de cette évaluation indépendante. Ensuite, on a essayé d'évaluer les enjeux, à la fois pour les établissements et pour les étudiants, de ces partenariats. Un des intervenants a cité la nécessité de l'industrialisation du process avec des flux de plusieurs centaines d'étudiants par an entrant et sortant. Il est très clair que ça ne peut plus être de l'amateurisme, mais qu'il faut vraiment avoir des équipes et des process dédiés à ces flux internationaux. Il nous a été aussi cité la nécessité et l'énorme marché que représente la formation continue pour les entreprises françaises qui sont délocalisées et qui ont besoin de main-d'œuvre et d'encadrement localement, pratiquant les cultures des gens qui vont être aussi des acteurs et des opérateurs sur place. Donc là, ce champ est absolument pas occupé sérieusement par nos grandes écoles et il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'opportunités. Concernant les partenariats et la concurrence, on a listé un certain nombre de modalités. Bon, très clairement, la délocalisation, il peut y avoir la franchise, il peut y avoir la pratique du double diplôme, mais on a beaucoup travaillé, beaucoup discuté sur le diplôme conjoint. Ce diplôme conjoint est appelé de ses voeux par beaucoup d'organisations, en particulier notre ministère principal, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. Et tous ceux qui ont pratiqué cela se rendent compte qu'il y a un certain nombre d'obstacles qu'il va falloir traiter. D'abord, nous l'avons écrit comme la dilution de la réputation des porteurs. En effet, si le diplôme du porteur A, de l'établissement A et de l'établissement B disparaît, c'est toute la réputation qui est liée à ce diplôme qui est annihilée, puisque on crée un nouveau diplôme qui n'existait pas avant, certes qui met l'expérience des deux établissements ou plus ensemble, mais qui n'a pas d'histoire sur le marché. Il n'y a pas de cohorte de diplômés qui ont fait leurs preuves dans l'entreprise, alors que les deux institutions ou plusieurs préexistantes apportaient un plus. Donc les jeunes ont un peu de mal à accepter de ne pas avoir le diplôme des deux ou plusieurs, bien sûr, établissements porteurs. La reconnaissance par les entreprises est donc aussi un petit peu difficile. Et ensuite se pose la question de l'accréditation, habilitation de ces formations, à qui s'adresser, aux deux territoires, aux deux organes des deux pays. On nous a montré des exemples où il y avait un certain embrouillamini. Et de fait, on se rend compte que ceux qui ont trouvé une solution à mi-chemin fournissent le diplôme commun construit en commun, mais délivre aussi à l'étudiant le diplôme d'un des établissements du partenariat, pour qu'ils ne soient pas désavantagés et qu'ils aient en main le diplôme qui fait la réputation des établissements. Si je dois résumer, il y a 4 points importants, 4 messages à faire passer. D'abord, que la mise en œuvre de l'espace européen d'enseignement supérieur est encore incomplète, il y a du travail. Il y a un vrai sujet sur l'accueil des étudiants, avec les problèmes de visa, avec les problèmes d'accueil générique de logement et autres. Il nous faut des instances nationales et internationales d'habilitation ou d'accréditation qui nous permettent d'avoir une confiance grande envers des partenaires potentiels.
Et enfin, le dernier point que je viens d'évoquer, la problématique des doubles diplômes et diplômes conjoints, qui n'est pas encore très claire, et un certain nombre de personnes donc nous envoient dans des voies, nous incitent à aller dans des voies qui sont parfois très difficultueuses. Et enfin, ce n'est pas dit ici, mais on a aussi l'impression que ce qu'on nous propose aujourd'hui pour la lisibilité de notre enseignement supérieur, que beaucoup ont évoqué comme complexe et illisible, ce qu'on nous propose aujourd'hui en rajoutant une structure qui s'appelle les presses n'est peut-être pas une solution magique pour rendre tout cela plus lisible. Voilà ce qui a été dit dans à peu près résumé. 3 heures de débat très riche, vraiment synthétisé et sûrement tronqué. Merci Pierre.